Bienvenue à l'Hôtel de Lecomte pour désolé, mais c'est un rituel, hein, c'est sujet de mobilité, de transport, mais ça met un peu de piment, c'est vrai, pour nous rejoindre, mais une fois arrivé à Troyes et à Laure-en-Champagne, quelle joie de se retrouver. Et merci à Nicolas pour celles et ceux qui ont pu en profiter en ce début de journée de ce café Histoire, émotion, ouverture. Jean-Guy me disait que c'est beau, qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans ces lieux. Je voudrais tout d'abord, évidemment, vous saluer toutes et tous dans vos rôles respectifs et saluer donc Valérie Tourelle qui va bien sûr prendre la parole derrière moi et partager avec vous l'enjeu de cette journée d'études. Je voudrais remercier Nicolas et Arnaud, nos hommes d'histoire et de patrimoine qui guident la politique du département de l'Aube en la matière. Saluer également bien sûr tous les conférenciers, les imminents conférenciers qui nous rejoignent aujourd'hui, qui sont avec nous déjà depuis un moment sur le projet. Et un clin d'œil également à nos fidèles amis qui suivent l'histoire, qui suivent ces journées d'études et qui, avec beaucoup d'intérêt, et comme me disait Jean-Guy tout à l'heure, quel beau lieu, et la journée commence de très belle façon. Le président Bichery n'est pas là pour vous accueillir aujourd'hui pour des raisons d'impératif liées à ses fonctions non seulement de président du département de l'Aube, mais aussi son implication au niveau de l'Assemblée départementale, l'Assemblée du département de France. Et aujourd'hui, ces 2 jours se tient le congrès de l'ADF à Bourg-en-Bresse. Il vous salue et vous remercie de votre implication à nos côtés. Vous le savez, l'histoire, le patrimoine, la culture sont un des 3 grands piliers que porte Troyes-la-Champagne et l'Aube-en-Champagne dans nos politiques publiques, culturelles et d'histoire. Et l'histoire compte beaucoup, c'est un des piliers essentiels sur l'attractivité touristique, mais pas seulement. On pourrait bien sûr citer Bernard de Clairvaux, on pourrait citer Napoléon, on pourrait citer Rachid, on pourrait citer Camille Claudel, on pourrait citer les Renoirs, on pourrait citer bien sûr la présence de la cour royale au début du XVe siècle, ici à Troyes. On pourrait citer bien sûr toute cette histoire commerciale, cette histoire autour des comtes de Champagne. Et quand on relit avec peut-être un regard un peu particulier ce qui est dit sur ce fameux traité, souvent appelé honteux, on se dit finalement, ici à Troyes, dans l'Aube-en-Champagne, on était peut-être déjà en avance sur notre vision, une vision de perspective sur finalement se mettre autour d'une table, se parler, se comprendre et écrire une histoire commerciale, une histoire territoriale où la paix pouvait trouver sa place. C'est tout l'enjeu aussi dans ces moments de l'histoire. Je voudrais compléter mon propos par déjà saluer tous les travaux qui ont été engagés. Merci à Arnaud de m'avoir donné les éléments qui font ces journées de travail. Cette journée était prévue initialement en juin puis en décembre 2020. Vous connaissez le contexte qui nous suit et qui nous poursuit. Elle s'inscrit bien sûr dans le cadre de commémoration du 6e centenaire du traité de Troyes et l'exposition que vous avez organisée en septembre-octobre 2020 ici à l'Hôtel Dieu Lecomte. 4 cycles donc d'études organisées en 2019-2021 et je voudrais saluer bien sûr le partenariat avec nos collègues des archives des départements de la Côte d'Or, de la Haute-Marne et des Vosges. La première avait eu lieu donc à Dijon autour du duc de Bourgogne Jean sans Peur. La seconde eut lieu à Chaumont en octobre 2020 et parlait des conséquences de la guerre de 100 ans sur la population champenoise au XVe siècle. Et celle prévue donc à Épinal autour de la figure de Jeanne d'Arc pour le centenaire de sa canonisation en 2020 n'a pas encore été reprogrammée. Donc cette journée troyenne, comme je le disais, donc réunit d'éminents universitaires que je salue, français, belges et anglais. Et à noter donc qu'elle se terminera par une communication sur le second traité de Troyes, celui du 11 avril 1564, entre le roi Charles IX et les représentants de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, moins connue, et qui mit officiellement un terme à la guerre de 100 ans avant la restitution de Calais à la France. Ces textes, bien sûr, l'ensemble des textes de ces journées seront édités en 2022-2023 dans un volume commun piloté par la direction des archives et du patrimoine de l'Aube. Et puis, bon, les technologies étant, l'histoire vraiment aussi peut s'appuyer sur les nouvelles technologies,
nous nous organisons pour retransmettre cette journée donc, sur la chaîne YouTube du département. Voilà, chers amis, chers intervenants, chers conférenciers, chers fidèles à notre histoire, je terminerai pour vous dire que ce lieu, et notamment la cité du vitrail, vous savez que l'Aude et la Champagne est un haut lieu de patrimoine du vitrail dans l'Europe. Et par chance, mais aussi grâce aussi à l'implication des hommes et des femmes de métier, l'histoire du vitrail va prendre toute son effervescence, si je peux dire, au mois de juillet prochain, avec l'ouverture de la cité du vitrail. Et l'élément aussi important sur ce sujet, c'est ce vitrail contemporain et le fait que les maîtres verriers continuent bien sûr à œuvrer et d'autres nous rejoignent pour porter ces savoir-faire. Voilà, un grand merci à toutes et à tous, une très bonne journée à droite dans l'Auban-Champagne, la Canebière du Grand Est, et je vais maintenant laisser la parole à Valérie Touré, que je remercie encore de son implication côté de nos équipes. Merci beaucoup. Effectivement, je tiens d'abord à remercier le département. C'est une entreprise qui, maintenant, pour plusieurs années, je crois en 2016, à Renault, lorsqu'on s'était rencontrés une première fois à Paris, une entreprise qui a connu des heures et des malheurs. On a quand même pu ouvrir cette belle exposition 2 mois. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Une partie du comité scientifique est réunie aujourd'hui. Je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Comme on a un petit contretemps, on adaptera la chronologie au fil de la matinée, donc aucune inquiétude, on tiendra le tempo. Je vais donc donner la parole sans plus attendre à Monsieur Neulin. Jean-Marie Meulin est professeur d'histoire du Moyen-Âge à Paris 4 et il initie donc cette journée consacrée à ce traité de Troyes. Merci Valérie. Je remercie d'abord les organisateurs de cette journée, mes collègues Valérie Touré et Arnaud Moulin. Non mais il fonctionne le micro. Ah oui, si vous voulez, oui. Bon, et sans plus attendre, je commence. Le traité de Troyes fait partie des sombres lieux de mémoire de l'histoire de France. Ça vient d'être rappelé, il est associé à la capitulation et au naufrage de l'État et de la nation française face à un ennemi étranger. De fait, le traité de Troyes a été classiquement considéré dans l'historiographie moderne et contemporaine comme une tentative de coup d'État appuyé sur la force brutale qui n'a échoué qu'à cause d'un ressaisissement quelque peu inespéré des bons Français. Une telle présentation, au-delà de son caractère patriotique bien sûr un peu daté, suggère que le traité de Troyes a été un événement totalement exceptionnel, une sorte d'apax à l'intérieur de la guerre de 100 ans. Ce n'est pas entièrement faux, mais je pense que si on veut réellement comprendre ce qu'il a été, il faut remettre en question cette exceptionnalité pour montrer comment il s'insère, ou en tout cas essayer de s'insérer, dans ce que l'on peut appeler la logique de la guerre de 100 ans. Les concepteurs du traité de Troyes ont en effet bien conscience que l'acte inouï qu'ils tentaient devait être légitimé fortement et ne pas apparaître comme un simple coup de force imposé aux vaincus. Cette légitimation a certes échoué, et le traité de Troyes est définitivement devenu le honteux traité de Troyes, mais cela ne devrait pas empêcher de prendre au sérieux la tentative de légitimité
action qui a été menée de manière conséquente pendant quelques 10 ans par la double monarchie dont ce traité constituait la clé de voûte. C'est ce que j'avais essayé de faire dans un article paru il y a plusieurs années dans la revue historique, et c'est ce que je voudrais prolonger aujourd'hui. Après être revenu rapidement dans un premier point sur les intentions d'Henri V ayant présidé à la rédaction du traité, j'essaierai de montrer comment Henri puis ses successeurs ont d'abord cherché, ce sera mon second point, à légitimer le traité de Troyes en faisant le moment final de la longue recherche d'une impossible paix entre les deux royaumes de France et d'Angleterre. Henri V a ainsi voulu présenter le traité de Troyes comme une sorte de traité de paix normal, entre guillemets, qui réalisait enfin ce que l'on recherchait depuis si longtemps, rétablir la paix entre les deux royaumes de France et d'Angleterre. D'un autre côté, toutefois, et ce sera mon troisième et dernier point, les maîtres d'œuvre du traité de Troyes ont eu conscience qu'il leur serait difficile de faire reconnaître comme un classique traité de paix entre deux royaumes ce traité, et ils ont cherché à renforcer considérablement sa légitimité en en faisant autre chose qu'un événement diplomatique, en lui conférant le statut d'une loi du royaume qui obligeait les sujets à l'instar de toutes les lois fondamentales promulguées depuis quelques 50 ans. J'en viens donc à mon premier point, le but politique du traité de Troyes, acquérir la couronne de France. Les circonstances de la conclusion du traité sont bien connues, elles montrent la volonté clairement affichée d'Henri V d'exploiter la situation totalement nouvelle créée par l'événement inouï qu'avait été le meurtre à l'évidence avec l'assentiment, sinon sur l'ordre du dauphin, du duc de Bourgogne, devenait possible, ce dont Édouard III avait peut-être rêvé, mais qu'il n'avait jamais cherché véritablement à réaliser, obtenir la couronne de France, être reconnu comme roi de France. Édouard III avait en effet conduit, de la fin des années 1330 au traité de Brétigny-Calais en 1360, une stratégie négociatrice et militaire consistant à mettre en avant sa revendication légitime du royaume de France, mais à laisser entendre, sans le dire ouvertement, qu'au nom de la paix, il pourrait renoncer à son juste droit et se contenter d'une importante compensation pour ce sacrifice. Ce serait la concession d'un vaste duché d'Aquitaine en toute souveraineté. Cette stratégie avait paru trouver son aboutissement lors de la conclusion du traité de Brétigny-Calais, mais celui-ci n'avait tenu qu'un petit nombre d'années et l'on était revenu, au cours des dernières décennies du XIVe siècle, à la recherche d'un introuvable traité de paix entre les deux royaumes, le tout entrecoupé de gesticulations militaires à la faveur desquelles chacun des deux protagonistes essayait de renforcer sa position négociatrice. La solution imaginée en 1396, non pas d'une paix mais de trêve quasi éternelle entre les deux royaumes, le tout doublé d'un mariage entre le roi Richard II et Isabelle de France, fille de Charles VI, en tout état de cause fragile, avait été rapidement condamné à l'échec par la chute de Richard. Une fois installé sur le trône, les Lancastre, et tout particulièrement Henri V, étaient revenus à la stratégie d'Édouard III, celle que Édouard avait tout de même poursuivie avec un certain succès, mettre en avant son intangible droit à la couronne de France, mais laisser entendre qu'il pourrait y renoncer au nom de la nécessité de la paix entre chrétiens, pourvu tout de même qu'on leur restitue en toute souveraineté les anciennes possessions en France des Plantagenets. Profitant de l'exacerbation de la guerre civile en France, appuyée sur l'efficace instrument militaire anglais, Henri menait avec vigueur cette stratégie, sans parvenir néanmoins à déterminer l'une des deux parties, Bourgogne ou Orléans-Armagnac, à entrer dans son jeu en acceptant les immenses prétentions territoriales qu'il formulait. L'assassinat de Jean sans Peur sur le pont de Montreux vint modifier radicalement la situation. Henri eut alors le sentiment que la revendication du royaume de France cessait d'être une fiction politique utile pour devenir un objectif politiquement réalisable. La reconstitution des états politiques de la conclusion du traité, telle que la recherche historique l'a menée, montre clairement comment Henri a, dès l'annonce du meurtre, modifié sa stratégie et l'a fait accepter à ses partenaires adversaires dans le jeu diplomatique, le duc de Bourgogne et la reine Isabeau de Bavière. Ces derniers, à défaut d'être enthousiastes, n'avaient à leur disposition aucune stratégie de rechange, l'un parce que l'honneur lui interdisait de
rivalisait avec l'assassin de son père, l'autre parce qu'elle était tout simplement trop faible politiquement. Tel qu'il a été reconstitué par Paul Bonenfant, le processus diplomatique révèle 3 phases distinctes ayant conduit au traité. Il suffit de les rappeler très brièvement. Première phase, il s'agit de l'accord passé entre Bourgogne et Henri V pour conclure la paix entre les 2 royaumes de France et d'Angleterre sous la forme d'un passage du royaume à Henri V, d'abord comme régent puis comme roi. Dès la 2e quinzaine de septembre 1419, tandis que Henri faisait étroitement surveiller le duc d'Orléans, qui était prisonnier en Angleterre, mais qui était le plus proche héritier de la couronne après le dauphin Charles, Henri avait fait savoir ce qu'étaient les nouvelles conditions qu'il voulait faire accepter par le gouvernement royal et le duc de Bourgogne. Charles VI resterait nominalement roi de France jusqu'à sa mort, mais le pouvoir effectif devait lui revenir et il épousait Catherine de France, qui serait reconnue comme roi à la mort de Charles VI. Les représentants bourguignons présentèrent certes quelques objections et tentèrent faiblement d'avancer que le duc de Bourgogne était désormais le plus proche héritier de la couronne, mais dès le 2 décembre 1419, le duc scella les lettres patentes dans lesquelles il reprenait les conditions d'Henri en les déclarant raisonnables et constructives. La 2e étape fut le ralliement des instances parisiennes du gouvernement royal, facilement obtenu dès la mi-décembre, et celui, un peu plus difficile, contraint et forcé, de la cour royale de Troyes, c'est-à-dire d'Isabeau de Bavière. Cette dernière paraît même avoir fait mine de tenter une alliance avec le dauphin, mais elle n'en avait pas les moyens politiques et elle dut rapidement céder. Le 17 janvier 1420, les lettres patentes de Charles VI furent diffusées dans le royaume pour être lues, je cite, toutes les semaines au jour de marché. Dans de longs développements qui trahissaient malgré tout une certaine gêne, le roi condamnait violemment le dauphin, dont la perfide et inhumaine trahison qu'avait été le meurtre du duc de Bourgogne avait rendu impossible la défense du royaume contre le roi d'Angleterre. Je cite, « Et doit-on bien considérer le temps de la dite trahison qui histoire telle contrainte et nécessité qu'il requéroit toute haine être du tout abolie et mise au néant, car notre dit royaume est soit en tel état que sans l'union dissolue, nous ne pouvons défendre ni soutenir à l'encontre du dit roi d'Angleterre. Et par ainsi, le dit Charles, dauphin, en rompant les dites paix et union, nous a ôté la potence et soutenance qui celui notre royaume. Aussi, par toute manière qu'il a pu, il a voulu bailler notre dit royaume au dit roi d'Angleterre, non pas pour avoir paix entre les 2 royaumes, mais pour détruire le nôtre. » Et Charles poursuivait en déclarant avoir chargé Philippe le Bon de conclure un accord avec le roi d'Angleterre de telle manière que, je cite à nouveau, le roi d'Angleterre pourra être notre fils par traité de mariage de lui et de notre dite fille, par quoi espérons que ferme paix, bonne sûreté et générale tranquillité sera entre les royaumes de France et d'Angleterre, et si demeureront entièrement notre dite seigneurie, honneur et prérogative, lesquelles choses sont tendant à toute félicité et prospérité de nous, de notre peuple et royaume. Le dauphin Charles était pour sa part déshérité et à proprement considérer, le dit Charles s'est rendu indigne de notre succession et de tout autre honneur et dignité. Il ne doit avoir aide, secours ni confort, mais doivent être tous contre lui, car ainsi l'a-t-il voulu. La 3e et dernière étape fut de février à mai 1420, la mise au point des derniers détails du traité écrit et surtout la mise en forme du rituel du traité, c'est-à-dire l'organisation de la rencontre des 2 rois, au cours de laquelle devaient être échangés des gestes d'amour et d'amitié, notamment la conclusion du mariage, et l'on devait se remettre mutuellement les exemplaires du traité, ceci en présence d'une nombreuse assistance de grands du royaume qui manifesteraient par leur présence leur adhésion au traité. Restait néanmoins à légitimer ce fait tout de même inouï que le traité tentait de mettre juridiquement en forme le remplacement d'une dynastie par une autre. 2e point, par conséquent, légitimer le traité de Troyes, un traité de paix entre les 2 royaumes. Avec la mise en œuvre effective de la 3e étape de la conclusion du traité, le traité de Troyes respectait en apparence toutes les normes d'un authentique traité de paix entre 2 royaumes et leurs souverains. Certes, tous ceux qui avaient été invités n'étaient pas venus, ainsi ni le duc de Lorraine, qu'on avait pourtant invité à plusieurs reprises, ni le duc et la duchesse de Savoie n'étaient présents, l'assistance paraît néanmoins avoir été fournie. L'on remarquera au passage que le roi de
l'usage du sceau qu'Édouard III avait utilisé lors du traité de Brétigny-Calais. C'était une claire manière d'indiquer que le traité de Troyes réalisait ce que le traité de Brétigny-Calais avait échoué à faire, rétablir la paix entre les deux royaumes de France et d'Angleterre. De fait, il est important de souligner, à contre-courant de la présentation du traité dans toute l'historiographie postérieure, que le traité de Troyes se présente explicitement comme un traité de paix entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, et non pas comme un acte politique de transfert d'un royaume d'une lignée à une autre lignée. Il se relie explicitement à la première tentative de conclure la paix entre les deux royaumes, le traité de Brétigny-Calais. Pour constater que cette tentative a échoué, la guerre a repris entre les deux royaumes, de nombreux efforts ont bien été faits pour refaire la paix de Brétigny-Calais, mais sans véritable résultat. Ce nouveau traité va permettre enfin d'établir une paix éternelle entre les deux royaumes, qui ne se feront plus jamais la guerre, puisque leur roi sera lui-même, bien qu'ils conservent toute leur indépendance, leurs coutumes et leurs institutions. Le gros effort du roi d'Angleterre et de ses fidèles a donc été d'obtenir le ralliement de tous ses adversaires au traité de Troyes en tant que traité de paix entre les deux royaumes. Tous devaient se sentir tenus par les conditions de la paix conclue entre les deux royaumes. C'est la raison pour laquelle non seulement un article du traité exigeait une prestation quasi universelle de serment au traité de Troyes dans le royaume de France, pratique certes déjà courante à cette époque mais portée à l'extrême, mais la double monarchie a consacré un immense effort amplement documenté à obtenir par la persuasion ou par la force non seulement des princes puissants, nobles ou villes qui jurent de respecter les appointements et traités de paix finale entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, mais aussi de simples habitants demandant la levée de leur bannissement devaient prêter, je cite, le serment de la paix finale des deux royaumes de France et d'Angleterre. Cet immense effort mené sur la durée, et non pas seulement immédiatement après la conclusion du traité, comme il était classique et habituel, indiquait néanmoins clairement que le traité de Troyes ne pouvait pas être réduit à un simple traité de paix entre deux royaumes autrefois unis. J'en viens donc à mon troisième et dernier point, légitimer le traité de Troyes, une loi du royaume conforme au bien commun. Le traité de Troyes était-il de fait vraiment ce qu'il prétendait être, un traité de paix entre les deux royaumes? N'était-ce pas simplement une grossière mise en scène destinée à camoufler plutôt mal que bien, sinon une conquête, du moins une soumission volontaire du royaume de France à un roi conquérant étranger qui lui imposait sa volonté arbitraire? C'est évidemment ce que les partisans du dauphin, qui se proclamera bientôt à la mort de son père Charles VI, nouveau roi légitime Charles VII, ont immédiatement déclaré, non sans quelque apparence de raison. Le traité de Troyes n'est-il pas tout simplement l'acte fondateur d'un changement de régime à l'intérieur du royaume de France? Le roi d'Angleterre, Henri V et ses partisans ne pouvaient pas ne pas en avoir conscience. La légitimité du traité de Troyes relevait d'un processus de légitimation que l'on peut qualifier de tautologique. Il ne fondait pas la paix entre les deux royaumes parce qu'il était un traité de paix authentique et légitime. Il était un traité de paix, il était un traité authentique et légitime, précisément parce qu'il permettait de rétablir la paix. Considérée ainsi, cette légitimité était fragile et les adversaires du traité pouvaient le présenter comme un simple coup de force constitutionnel. Il aurait d'abord fallu qu'il soit légitime pour qu'il puisse être un authentique traité de paix. Il ne pouvait tirer sa légitimité du fait qu'il se présentait comme un traité de paix. Pour sortir de cette impasse, les partisans du traité de Troyes ont entrepris de transformer ce traité de paix en une loi du royaume élaborée et proclamée dans des conditions à la légitimité absolument incontestable. Ils l'ont fait en s'appuyant sur la montée en puissance des lois constitutionnelles que l'on observe au cours du demi-siècle précédent, depuis l'ordonnance de 1374 sur la majorité des rois, comme Albert Gaudière l'a montré dans un article récent. Le glissement a été possible parce que la loi doit être légitimée par le bien commun et public et que le souci de la paix est au cœur du bien commun. Par conséquent, une loi qui permet le règne de la paix répond au bien public et est légitime. Le traité de Troyes était une loi du royaume établissant la paix, il était donc légitime, l'objection de la tautologie était ainsi résolue. C'est lors de la réunion des États à l'hôtel Saint-Paul le 6-10 décembre 1420, après l'entrée des deux rois à Paris le 1er décembre, que l'acte essentiel dans cette direction fut effectué. Selon le compte-rendu conservé des débats, le nouveau
nouveau chancelier, Jean Leclerc, un bourguignon rallié à la double monarchie, informa l'Assemblée qu'elle était réunie pour approuver le traité de paix final. Adam pliora seum maiora firmitatem stabilimentum et robur pactis finalis et perpetuae, dont il donna lecture. Puis Charles VI prit la parole, au ré proprio, fait rare et donc solennel, pour déclarer qu'il avait personnellement approuvé et conclu ce traité qui répondait au bien commun. Quod quidem pacem taseruit satis civit et novit esse et foreat Dei laudem et honorem, nec non bonum publicum utilitatem et commodum ipsus regni aut Franciae supradicti, ac esiam omnium subditorum suum. Il demandait donc aux États de l'approuver. Après que d'autres orateurs se furent exprimés, l'Assemblée fut ajournée jusqu'au 10 décembre afin que les délégués puissent délibérer sur les propositions qui leur avaient été soumises. Le jour venu, les représentants des États revinrent en présence du souverain et déclarèrent qu'après délibération, ils avaient trouvé le traité, je traduis, louable, nécessaire et utile pour les deux royaumes et leurs sujets, comme pour toute la chrétienté. Ils l'approuvaient donc et ils demandaient à Charles VI de prescrire à tous ceux des sujets qui n'avaient pas encore fait, d'y prêter serment. Ils invitaient par ailleurs Charles VI à donner au texte de ces accords la valeur d'une loi publique du royaume, ulteriusque dum supplicarunt dicto domino suo regi Franciae petirunt, quatinus ipse providere et ordinare dignaritur redomnes et singuli subditi sui, saltem qui dicta pacem non dum iuraverunt ipsam et ius articulos jurarent et inviolabiliter custodirent et promiterent, ac quod ipsa pax in eodem regno pro lege publica aberitur et servaritur. Et il fallait qu'il déclare rebelles et criminels de lèse-majesté ceux qui refuseraient le serment requis. Le roi leur donna satisfaction et fit proclamer un édit en conséquence qui ordonnait notamment que le traité soit désormais reconnu comme une loi publique, quod ipsa pax in eodem regno pro lege publica aberitur et observitur. Cette évocation d'une lex publica mérite que l'on s'y arrête. À Rome, la lex publica désignait, de l'époque républicaine jusqu'au Principat, la loi due à la rogation, demande d'un magistrat auprès d'une assemblée populaire. Concrètement, le magistrat, consul ou un autre, rédigeait la loi, avec éventuellement la participation de juristes et la consultation du Sénat. La loi était soumise ensuite, après avoir été affichée, au vote de cette assemblée populaire. Le magistrat qui présidait l'assemblée, les comices, devait faire lire le texte de la loi proposée par un représentant, un héros. Il demandait ensuite au peuple s'il voulait que la rogation devienne une loi. Un délai est prévu entre l'affichage de la rogation et le vote de la loi, de manière à ce que le peuple puisse en prendre connaissance et la discuter. Le peuple n'avait en fait guère d'autre choix que de manifester son approbation. Il ne pouvait pas, en tout cas, modifier la loi proposée. Elle recevait alors le nom gentilis du proposant, lex julia par exemple. Or, c'est précisément cette procédure qui nous est rapportée dans le compte-rendu de la réunion des États généraux. Le roi fait lire, par l'intermédiaire du chancelier, aux trois États la loi, en l'occurrence le traité de Troyes. Il en demande l'adoption. Un délai de 4 jours est accordé au peuple pour en discuter, puis les États votent le texte proposé. Le concept romain de lex publica n'était de fait pas inconnu au Moyen-Âge. Je citerai simplement ce qu'avait écrit quelques décennies auparavant Wycliffe dans son Tractatus de Mandatis Divinis, ce qui révèle une bonne connaissance de la pratique législative romaine, ou de politici dividunt legem politicam secundum diversitatem communitatum ipsam instituentium, ut alia est lex plebiscita quam plebs instituit, alia lex publica quam populus cum iuris consultis instituit, et alia quam senatores et philosophies statuirunt. Le traité de Troyes était donc devenu une loi du royaume, qui sera d'ailleurs, comme toute loi devait l'être, enregistrée au Parlement, conformément à l'opposition classique entre la lex publica et le privilegium. Il liait donc l'ensemble des habitants du royaume. De ce fait, jurer le traité de Troyes en tant que traité de paix entre les deux royaumes signifiait ne pas accepter simplement les simples conditions politiques que
tout traité de paix comportait, classiquement, mais bien accepter un nouvel ordre politique et constitutionnel du Royaume de France, tout au demeurant les engagements politiques que prennent un certain nombre de ceux en même temps qu'ils déclarent leur ralliement à la paix de Troyes. Ainsi, le comte de Foix accompagnait-il le 8 mars 1422 son ralliement à la paix finale d'un engagement d'obéissance à Henri V, je cite, « Nous avons fait pour et au nom et en l'âme de mon dit Seigneur le comte le serment de la paix finale, dernièrement fait entre les dits très hauts, très excellents, très puissants princes et leur royaume de France et d'Angleterre, avec certains autres serments à la manière qui s'ensuit. Premièrement, nous jurons et promettons au nom et en l'âme de mon dit Seigneur le comte de Foix qu'un très haut et très puissant prince Henri, roi d'Angleterre, comme un gouverneur et régent du royaume de France et de la chose publique, dit celui et de ses mandements, il celui compte entendra et obéira humblement, loyalement et diligemment en toutes choses touchant et concernant le gouvernement et régime du dit royaume de France et de la chose publique, dit celui sujette à très haut, très excellent, très puissant prince et notre souverain Seigneur Charles, roi de France. Je conclus. Compenser les contemporains de cette entreprise de légitimation du traité de Troyes telle qu'elle a été menée par la double monarchie, il est regrettable que fort peu de chroniques qui évoquent le traité aient été rédigées avant la conclusion du traité d'Arras en 1435. La chronique de Michel Pintoin, dit du religieux de Saint-Denis, qui en donne une transcription intégrale, le considère bien comme un traité de paix et en donne une présentation prudente. Certains l'ont approuvé, d'autres l'ont rejeté, considéré comme peu durable. Le bourgeois de Paris se contente de recopier le traité sans autre commentaire. Le traité d'Arras en 1435 scella en tout état de cause l'échec de la tentative de légitimation du traité de Troyes pour le faire passer à la fois pour un traité de paix et pour une nouvelle loi fondamentale du royaume. La conclusion du traité n'avait été que l'aboutissement d'un coup de force constitutionnel. Monstrelet, pourtant peu favorable au dauphin, le dit clairement. Lorsque Charles VI avait accepté les conditions du futur traité de Troyes, il avait violé une loi fondamentale du royaume, il avait procédé en annulant la constitution jadis faite par les rois de France et ses pairs en grande délibération, c'est à savoir que le noble royaume de France ne devra succéder à femme ni appartenir. Et il n'avait pu agir de cette manière que parce que, je cite à nouveau, en longtemps auparavant n'avoir été en sa vie de mémoire, comme dit dessus, et soit content d'accorder, traiter en tous états selon l'opinion de ceux qui y soient assistants, ou en sa présence, tant en son préjudice comme autrement. C'est ce jugement que la postérité retiendra, occultant le fait que ce traité avait pourtant voulu être un traité de paix et une loi du royaume. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Après avoir présenté les conditions pour présider à la conclusion du traité, vous nous avez montré comment finalement les Anglais sont parvenus à imposer ce traité comme une loi du royaume par un petit détour, au moins un appui juridique du droit romain. Je vais laisser la parole à Anne Curie. Anne, il me revient de vous présenter. Anne Curie est professeure émérite, je ne sais pas si on parle d'émérita en Angleterre. Emeritus. À l'université de Southampton. Merci beaucoup et je suis très honorée d'être invitée ici. C'est malheureusement l'année dernière, j'avais pas l'opportunité de visiter l'exposition, mais je sais que tout va très bien avec ça. Alors, Henri V a fait son entrée à Troyes le lundi 20 mai. Il a quitté la ville le 4 juin, après y avoir séjourné 15 nuits. Une période relativement brève, mais hautement significative. Il n'est donc pas surprenant que son séjour à Troyes figure dans un grand nombre de chroniques de l'époque.
qu'elles soient françaises, bourguignons ou anglaises. Nous pouvons également nous appuyer sur des lettres personnelles mentionnant son séjour et sur les évidences des archives du gouvernement royal anglais ou français, de même que sous celles de la ville de Troyes elle-même. Pour préparer cette communication, je ne peux pas prétendre avoir consulté toutes les sources possibles. Covid a placé des contraintes lorsqu'il s'est agi de consulter les collections des archives de deux côtés de la Manche. J'espère néanmoins avoir trouvé suffisamment pour reconstruire les circonstances de la présence d'Henri à Troyes. Alors je vais commencer avec cette reconstruction et terminer avec les dispositions pratiques de son séjour à Troyes. Dans la version écrite, je vais explorer deux thèmes plus approfondis pour contextualiser ces événements à Troyes. La signification d'une rencontre entre droits précédant une comparaison. En principe, il n'y a pas beaucoup de rencontres entre les droits au Moyen-Âge, alors que la réunion à Troyes est très importante sous ce contexte. Et deuxièmement, la route de Troyes après le meurtre de Montero. Comment a-t-on organisé ce rencontre entre Henri V et Charles VI? Décidé finalement, je pense, le 9 avril. Et j'ai dit là, sur les préliminaires de paix, le 9 avril 1420, où on a décidé finalement sur la rencontre entre les rois. Le lundi, le 20 mai, Henri, de direction de Provins, est accueilli à quelques distances de Troyes par Philippe, duc de Bourgogne, accompagné d'un groupe de seigneurs et de chevaliers, ainsi que par le chancelier, des évêques et autres clergés et des membres de la cour royale. Henri a fait son entrée dans la ville, je suppose par la porte de Beffroi, et il semblerait qu'il ait rendu visite immédiatement au roi Charles, à la reine Isabeau et la princesse Catherine. Je reviendrai plus tard sur l'endroit où eurent lieu ces événements et sur celui où étaient logés les divers partis. Le jour suivant, le mardi, le 21 mai, la reine Isabeau et le duc de Bourgogne ont représenté Charles à la cérémonie qui a lieu dans la cathédrale pour ratifier le traité. Henri et Isabeau sont descendus de la nef menant au maître-autel. En effet, la lecture des articles de paix. Les deux parties s'engagèrent par serment. Des lettres patentes étaient échangées entre les deux parties, comme le stipulaient les clauses 30 et 31 du traité. Des sceaux étaient apposés, je pense, sous 6 copies déjà préparées du traité. L'aîné des frères de Henri, Thomas, duc de Clarence, a juré lui aussi sur les évangiles d'observer le traité, tout comme le fit le duc de Bourgogne. Pour la promulgation du traité, 2 lettres sont préparées par Jean de Grenelle, secrétaire du roi Charles VI. La première adressée à tout sujet du roi, la deuxième au prévôt de Paris et tous les officiers du roi, annonçant la conclusion du traité. Le jour même, les fiançailles de Henri à Catherine, vers Vera de Crescenti, ont été faites sous l'égide de l'archevêque de Sens, Henri de Savoie, qui est le métropolitain de cette région. Le jour suivant, mercredi le 22 mai, d'autres grands personnages français sont venus prêter serment au traité. Parmi eux, le président du Parlement de Paris, Philippe de Morvilliers, l'évêque de Troyes, Étienne de Giry, et le bailli de Troyes, Simon Fourny. L'endroit précis est incertain, mais il s'agissait probablement toujours de la cathédrale. C'est à cette date que les archives financières de la ville de Troyes font état de si que de vin blanc, de même qu'un pot d'étain pour contenir le vin, offert par Guillaume de Lair et Père le Messiat, pour faire présent de par la ville à Henri, roi d'Angleterre, héritier de France. Ainsi,
faisait-il immédiatement usage du titre conféré à Henri par le traité de Troyes. La date de ce cadeau semble indiquer que Henri V avait fait une apparition en public dans la ville le jour même, ou du moins avait reçu une délégation de la ville. En fait, il se pourrait aussi que le traité a été proclamé formellement dans la ville ce jour-là plutôt que le 21 mai. Le 22 mai aussi, une lettre était rédigée en anglais par les clercs d'Henri. Le roi l'a scellée de son sceau et elle était envoyée au gardien de l'Angleterre, le plus jeune frère du roi, Humphrey, duc de Gloucester, et au reste du conseil royal en Angleterre. Le but était d'informer le gouvernement d'Angleterre du traité et de son contenu. Elle permet la même de confirmer le déroulement des événements des 2 jours précédents, y compris les fiancés. Une copie du traité était jointe, avec ordre de le proclamer dans la ville de Londres et à travers tout le royaume. Un programme était attaché à la lettre du roi, indiquant le nouveau titre par lequel Henri serait promu durant la vie de Charles. Parce qu'avant, il s'appelle roi de France, alors maintenant il y a héritier de France. Cette formulation est donnée en latin, en anglais et français. La lettre donnait l'ordre de modifier les sceaux royaux en Angleterre, en Irlande et en Guyenne. Jeudi, le 23 mai, le cousin d'Henri, Thomas Beaufort, duc d'Exeter, présent avec le roi à Troyes, a envoyé sa propre lettre en anglais à Simon Goldstein, clerc des Royals en Angleterre. Elle aussi confirme l'entrée du roi à Troyes, la cérémonie de paix et les fiançailles des jours précédents. Il est intéressant de noter qu'il attire particulièrement notre attention sur le serment du traité signé par le duc de Bourgogne. Le serment juré pour le traité par d'autres, à la fois celui qui avait déjà eu lieu et celui qui était à venir, était également noté. Alors le serment, c'est central de comprendre le traité, je pense. Nous pouvons être certains que c'est bien le 24 mai que les personnages officiels français, dont le président du Parlement, ont entrepris de se rendre à Paris, ainsi que 2 Anglais, Ralph Cromwell et William Swinburne, qui avaient été choisis par le roi pour les accompagner, l'ordre étant de proclamer le traité dans la capitale française. Selon une lettre écrite par un Anglais, John Orford, la proclamation fut faite à Paris le 27 mai. C'est mon anniversaire, c'est très spécial ça. Et le jour de la Pentecôte. La version écrite donnera plus de détails sur Paris. Mais à Troyes, nous trouvons un nombre d'autres actes publiés par Henri les 24 et 26 mai. Test veillé à Poudvillane de Troyes et enregistré dans les rôles normands, une série de la chancellerie anglaise qu'il avait commencé lors que le débarquement d'Henri en Normandie en 1417. Incidemment, un nouveau rôle normand fut commencé le 21 mai, puisque le traité accordait formellement le duché à Henri jusqu'à ce qu'il devienne roi. Le traité est enregistré dans les 2 premières feuilles de ce rôle normand. On trouve ici, par exemple, le 24 mai, un sauf-conduit général pour le chevalier Jean de Luxembourg et sa suite. 2 jours plus tard, Henri accorde à celui de Robespierre le titre de porte-standard. Cet homme est très important dans les négociations au début de l'année 1420 à Troyes, qui a persuadé Charles VI d'accepter Henri V comme héritier. Voilà les entrées dans les gouvernements. Un petit mot sur Louis Robespierre, parce qu'il est très important comme intermédiaire dans les négociations du traité. Robespierre est l'envoyé personnel d'Henri, qui était à Troyes dès janvier 1420. Il est un ennuyé avec sans doute un bon français,
Ce n'est pas la même chose pour tous les Anglais de cette époque, et d'excellents pouvoirs de persuasion. Il était au service d'Henri depuis au moins 1403 et avait reçu ses lettres de naturalisation comme sujet anglais en 1417. Il avait servi dans la suite royale durant la campagne d'Azincourt et pendant la conquête de la Normandie, et on nommé chevalier lors de la prise de Caen. Lui fut nommé chevalier de la Jarretière en mai 1421 et fut enterré à l'abbaye de Westminster et en servi en France jusqu'à sa mort en 1430. Voilà le splendide tombeau à Westminster, très proche du tombeau de Henri V lui-même. Alors, ce n'est pas seulement la rencontre entre deux rois qui devait revêtir une place spéciale, mais il accordait une pension de 10 livres par an, payée par les recettes des moulins royaux situés près de Oxford, à quelqu'un qui s'appelle Stephen French. Le dimanche 26 mai, jour de soleil de Pentecôte, nous pouvons imaginer que diverses cérémonies religieuses eurent lieu, quoiqu'elles ne soient pas mentionnées dans les chroniques. Mais on peut voir traiter les affaires royales françaises le mercredi le 29 mai. Au trésor de Charles, c'est Gigi, nous trouvons un certain nombre d'actes enregistrés ce jour-là à Troyes. Elles concernaient tous les octrois aux partisans bourguignons des propriétés des terres prises aux partisans de Dauphin. Et dans ce cas particulier, la signification de ces octrois se trouve dans les clauses de garant et de témoin. Je cite ici, par la vie et la délibération de notre très cher et très ami fils, Henri roi d'Angleterre, héritier et régent de France. Et la clause finale est formulée par le roi à la relation du conseil tenu par le roi d'Angleterre, héritier et régent de France, auquel les ducs de Clarence et d'Exeter, le comte de Brienne, et vous, maître Jean Leclerc, Guillaume Leclerc et le vidame de Reims, et autres espoirs. Cela indique bien que Henri présidait le conseil royal à Troyes. Dans ce conseil, il y avait également deux de ses parents proches, Clarence et Exeter. Mais on remarque aussi la présence d'autres membres, le comte de Brienne, Pierre de Luxembourg, frère de Jean, maître Jean Leclerc, chancelier du roi de France, maître Guillaume Leclerc et le vidame de Reims, Pierre Cochon, qui était nommé évêque de Beauvais par le pape le 21 août 1420. Le samedi, voilà les documents dans le cercle de Gigi. Samedi, le 1er juin, était la veille du dimanche de la Trinité. Henri assiste au vêpres au palais avec la famille royale. Le jour suivant, dimanche, le 2 juin, Henri et Catherine étaient mariés en l'église de Saint-Jean, sur la place du marché. Selon la lettre de Jean Offort, cela semble s'être déroulé autour de midi. La lettre d'Offort confirme également que Henri quitta Troyes le mardi 4 juin. Selon Jean Juvenal des Oussins, une déclaration avait été proclamée après le mariage, selon laquelle tout le monde devait être prêt le jour suivant, tous armés et préparés pour le départ. Un campement était installé le soir du 4 juin jusqu'à l'extérieur de Sens, dont le siège venait d'être établi. Henri était accompagné de sa reine, des parents de celle-ci, du duc de Bourgogne, de toute une foule de nobles français et anglais et de troupes. Mais je passe maintenant aux dispositions pratiques à Caen. Il n'y avait aucun arrangement spécifique, je pense, pour accorder une protection spéciale à Henri lors de son entrée à Troyes. Cela dit, dans les années 30, l'historien qui s'appelle Tito Livio, secrétaire italien du duc de Gloucester, écrivait dans sa Vita Henrici V qu'il était sous-entendu qu'il fallait tout faire pour garantir la séparation des Anglais et des Français dans la ville. Alors c'est un peu dangereux pour les Anglais en entrant en Troyes.
Il dit que la ville était partagée. Et parce que la ville ne pouvait pas contenir tous les Anglais, on démolit un mur entre la ville et les banlieues afin de permettre à tout le monde de vivre en même endroit. La démolition de ce mur ne semble pas être apparente dans les preuves archéologiques et documentaires. Il est donc possible que Livio se soit trompé. Par ailleurs, les déclarations de Livio pouvaient être bien interprétées, connaissant Henri et sa préoccupation constante pour la bonne discipline de son troupe. Et j'ai mis la citation sous l'écran. De nombreux décrets furent publiés par le pape le bénéfice de ces troupes. J'en connais un qui fut publié non sans raison, et bien qu'il puisse paraître insignifiant, je crois qu'il devrait néanmoins être noté. La région de Troyes produisait un vin fumé très fort, pas du genre de celui qui était bu communément et naturellement par les Anglais. Le roi, très pieux, décréta que personne ne devait boire ce vin non dilué. La question de savoir le nombre exact de soldats qu'Henri avait avec lui dépasse amplement les compétences de cette communication, mais il était largement suffisant pour rendre possible de servir de siège après la fin de la visite à Troyes et bénéficier sans doute d'un apport additionnel des Français et des Bourguignons. Comme il fallait s'y attendre, considérant la signification des événements et des attentes liées aux cérémonies, Henri était, et c'est dit dans quelques chroniques, grandement accompagné. Henri avait avec lui deux de ses frères, Clarence, son héritier, et Bedford, son héritier suivante. Comme nous l'avons vu, le duc d'Exeter est également présent, ainsi que tous ceux qui bénéficiaient d'une proche affinité avec le roi et tous les membres de la suite du roi, comme Louis Robsart. Nous savons également que d'autres personnes engagées dans les négociations en faveur du traité et de la rencontre étaient présentes, tels que le comte de Warwick, Gilbert, Lord Dunfermline, Jean, Lord Roos et Sir William Porter, ainsi que des clercs, Richard Cowdray, Thomas Brown et Jean Kemp, qui est devenu chancelier de Normandie en 1421. Nous savons également qu'un Anglais est mort à Troyes dans le séjour royal. Peut-être avait-il trop bu du vin local. Alors c'est William Bouchier, actif dans la conquête de la Normandie, et qui s'est vu accorder le comté de Eu par Henri V en avril 1419. Il est mort à Troyes le 28 mai 1420. Est-il enterré sur place? C'est très intéressant ça. Il faut également noter la présence des femmes parmi les Anglais, dont notamment Margaret, Duchesse de Clarence. Ce n'était pas seulement le cas d'hommes accompagnés de la femme, mais une fois que Catherine sera mariée à Henri, il faudrait lui procurer des femmes de rang élevé pour sa suite et pour les cérémonies. Il est également possible que Henri ait été accompagné de James, roi d'Écosse, que les Anglais tenaient en captivité. Il est certain qu'il a participé avec le roi à des sièges ultérieurs et qu'il avait été amené d'Angleterre à la fin du printemps 1420. Il est également apparent qu'Henri tenait à s'entourer des alliés puissants et d'alliés potentiels, bien qu'un certain nombre de ceux de la gravité ne se présentaient pas. Il avait bien sûr un fort contingent bourguignon, comme l'indique bien les listes chroniques. La ville de Troyes se devait donc d'accommoder un grand nombre d'invités, même si, comme le sujet mentionné, les troupes anglaises qui arrivent avec Henri furent cantonnées à l'extérieur de la ville. Un source anonyme de chronique anglaise de la fin des années 30 souligne le manque d'hébergement. Cela nous amène à la question de savoir quel bâtiment fut utilisé. Il semblerait que la rencontre des deux rois, le 20 mai, ait lieu dans la grande salle du palais plutôt que du château. Toutefois, la seule description de la scène provient de la chronique de Georges Chapelain, dont le récit ne débutait pas avant les années 50. Elle montrait Charles sur un trône en or couvert d'un fleur de lys dans une grande salle splendide remplie de spectateurs. Henri n'était clairement pas logé dans le même château-palais. Il semblerait avoir logé plus près de la place du marché. Selon le livre de trahison, cette source Bourguignon, la
la roi de France était logé dans un beau logis avec le duc de Bourgogne à l'autre rang de la rue. La reine Isabeau et la princesse Catherine étaient logées sur le marché de Troyes à l'hostel de la couronne. Mais elles se déplacèrent à la venue du roi d'Angleterre qui se logeait là et allèrent loger au frêne, c'est-à-dire le Cordelier, près de la porte de la Comportée. Monstrelet, Morin et Lefebvre s'entendent aussi que Henri était logé sur la place du marché, ce qui explique le choix de l'église Saint-Jean au marché pour le mariage. Celle-ci étant, et je cite de ses chroniques, l'église parochiale sous laquelle il était logé. Le mariage d'Henri avec Catherine eut lieu le dimanche de la Trinité, le 2 juin. C'était le 12e jour après les fiançailles. La raison pour ce délai est notée dans le journal Clément de Fauconbourg et pour la solennisation du mariage de l'église, où ce qui a tempera ad hoc de iure ordinata, luxta observatione ecclesiae, c'est-à-dire en raison des pratiques religieuses requises par l'Église. Les fiançailles eurent lieu pratiquement au début de la 15e de Pentecôte, qui prenait la semaine précédente et la semaine suivante le festin, qui avait pris place le dimanche 26 mai. Cette quinzaine était, avec l'Avent et la Carême, une des 3 périodes de pénitence durant lesquelles les relations sexuelles, et donc les mariages, étaient interdits. Cette période durait jusqu'au dimanche de la Trinité. Le mariage était donc célébré ce jour-là. Nous pouvons également suggérer que le dimanche de la Trinité permettait un maximum de spectacles dans la ville pour le mariage. Dans ce contexte, il serait bien que le compositeur Jean Johnston avait écrit des compositions musicales spéciales pour l'occasion. Elles avaient été chantées par la chapelle royale d'Henri qui accompagnait le roi à Troyes. Comme le fit remarquer Andrew Kirkman, l'ordre de la messe pour la sainteté était largement utilisé au Moyen-Âge pour les messes votives lorsqu'il s'agissait des cérémonies d'État importantes. Une Veni Creator Spiritus de Dunstan, qui a survécu pour bien été composé comme un des récompenses de la Trinité pour les cérémonies de mariage et peut-être pour les vêpres, la vieille du dimanche de la Trinité. La messe du même compositeur, des Gaudium Premia, pourrait bien elle aussi avoir un lien avec le mariage et la similitude du traité. Jean Juvénal des Oussins se donna beaucoup de mal pour nous faire observer que le mariage se déroulait selon la coutume française, mais il soulignait également les dons exceptionnellement généreux offerts par les Anglais à l'église de Saint-Jean. Ce thème de la richesse anglaise se retrouve dans plusieurs chroniques, ce qui donne l'impression que la cour française était à court d'argent à cette époque-là. Le livre de Trahison mentionnant que chaque personne présente au mariage reçut une salue d'or que, je cite, le roi Henri avait commencé à forger tout nouvellement, sans oublier les riches tenues ornementées des bijoux des Anglais. La visite d'Henri à Troyes suivit certains les pratiques courantes des entrées royales, ainsi que le fait que l'on vienne à sa première rencontre à l'extérieur de la ville, et le fait de recevoir du vin en cadeau de la part de l'île. Un grand nombre de chroniques font également remarquer le grand respect et honneur rendu par les uns aux autres, Français aux Anglais, suivant les cérémonies et protocoles communs aux rencontres et aux entrées royales. Mais la visite d'Henri différait de notre manière de pratique coutumière. Il était coutume lors de rencontres entre rois d'échanger des cadeaux. La chronique de l'Olivier de Saint-Denis sous-entend que cela avait été le cas à Troyes, mais cela est exprimé de manière très vague. Il serait trop long et peut-être fastidieux de raconter avec quel transport de joie, quelle courtoisie et quelle somptuosité ils se traitèrent pendant plusieurs jours et échangèrent entre eux de riches cadeaux, me bornant à ce qui est du domaine de l'historien. Aucun texte ne mentionne pas le moins du monde des cadeaux, et à ce jour, aucun objet spécifique n'a pu être identifié comme étant lié avec l'événement.
D'autre part, il était coutume de tenir les joutes lorsque les visites royales, et plus particulièrement lors des fiançailles et des mariages, comme cela est le cas en 1396, par exemple, pour le mariage de Richard II à Isabelle, auquel le jeune seigneur Henri, le futur Henri V, était présent. Le journal d'un bourgeois de Paris nous donne une explication qui suggère que les chevaliers anglais et français souhaitaient organiser une joute le lundi 3 juin, le jour après le mariage, comme c'était le coutume lors des célébrations. Mais Henri ne le permit pas, soulignant qu'il souhaitait que demain au matin, nous soyons tout prêts pour aller mettre le siège devant le cité de sang, où les ennemis de Monsieur le Roi sont, et pour chacun de nous juster et tournoyer et montrer sa prouesse et son ardement. Comme nous l'avons vu, les autres en mention, lui aussi en proclamation, selon lequel, après le mariage, tout le monde devait être prêt à partir pour le siège. En petite conclusion, Henri, comme nous le savons, était un homme extrêmement sérieux. Sa concentration sur sa mise en œuvre de traité était totale et inébranlable. Nous avons vu qu'il a commencé à se comporter comme régent, sans plus s'entendre, président également du Conseil royal à Troyes. Il était donc naturel qu'il souhaite agir rapidement contre les partisans de Dauphin, d'où la reprise rapide des activités militaires. Dans ce contexte, il cherche à tirer avantage du fait de pouvoir emmener la famille royale avec lui au siège de Sens, tout en supportant pleinement le désir bourguignon de revanche contre le Dauphin avec un effort préliminaire pour récupérer le corps du duc Jean à Monterreau, afin qu'il puisse être inhumé convenablement à Dijon. La rencontre entre Henri V et Charles VI était à un certain niveau une rencontre entre égaux. Et pourtant, étant donné les circonstances de l'époque, l'instabilité mentale de Charles, la crise politique en France et le succès militaire des Anglais, les deux rois n'étaient pas égaux. Les Anglais étaient vainqueurs. Henri a pris grand soin d'honorer Charles et également Philippe de Bourgogne, tout en montrant clairement qu'il était aux commandes. Il existe très peu de commentaires sur les relations entre Henri et Charles lors de leur rencontre. La seule récit détaillée provient de Chapelain, écrit plusieurs ans plus tard. Dans son récit, Henri a pénétré dans la pièce où Charles était assis, a ôté son chapeau et s'est approché de lui. L'implication étant que Charles était trop faillible pour tenir debout. Mais Henri s'est mis à agenouiller devant lui. Et je cite, « Disons à ces humbles et gracieuses paroles pour ennemi et roi tel qu'il exploite. » Et le roi français, faisant peu d'estime et peu de langage, alors c'est notre allusion à la santé de Charles, je pense, lui répondait joyeusement, « Oh, Sabour, soyez le train bienvenu, puisque ainsi est salué les dames. » Mais quelle est la part d'invention développée plus tard, alors que les circonstances étaient bien différentes? Châtelain ignore virtuellement le traité de Troyes, se concentrant uniquement sur le mariage d'Henri et de Catherine. D'autres chroniques sont plaçant le mariage avant la signature du traité, pour faire valoir que le succès d'Henri dérivait de son mariage et non de revendications préexistantes ni de triomphe négocié. Et même en Angleterre, dans les années 1480, au cours des célébrations anglaises sous la vie de Richard Beauchamp, comte de Warwick, chef négociateur d'Henri pour le traité de Troyes, c'est le mariage qui était illustré et non le traité. Ceci sert à nous rappeler que bien la visite d'Henri à Troyes est constituée une occasion mémorable, son impact Merci beaucoup. Nous avons pu suivre pas à pas cette rencontre dans la ville de Troyes. Et
de l'événement par Henri V, qui envers et contre tout reste quand même un roi de guerre. Il se marie, mais il pense dès le lendemain à guerre voyée. On va peut-être profiter d'un petit moment de discussion avant de faire une pause. Donc, si nos deux contributeurs veulent revenir à la table, je leur cède le micro. On fera une petite pause, peut-être plus courte que celle qui était prévue. On vous donnera. N'hésitez pas à vous lancer. C'est toujours la première question. S'il y a des questions. Moi j'en ai une, mais est-ce que les services archéologiques pourront, ou ont déjà découvert des traces de ce mur qui aurait été détruit, ce qui veut dire que la suite d'Henri V était très importante. J'ai demandé à Claire Ringer s'il y a des noms de ce mur, non. Mais on peut tracer, je pense, la question de l'hôtel de Copan et d'autres bâtiments. Elle m'a donné d'autres noms des maisons en endroits où étaient mis les négociateurs. Par exemple, là, je peux peut-être, il y a plus de faire sur ça. Et aussi sur les frais de son séjour, parce qu'en Angleterre, il y a des documents qui se font sur les registres des comptes de l'hôtel de Toura. Et peut-être là au futur, je peux trouver d'autres choses. Je sais qu'il a fait envoyer d'Angleterre beaucoup de drapeaux et des choses, beaucoup de choses pour les cérémonies, je suis sûre. Et justement, dans un article que Andrew Kirkman a écrit récemment, il laisse entendre que Henri V voyageait aussi avec la chapelle royale. Donc ça veut dire qu'il y a une grande administration qui suivait la cour. Oui, il suivait pendant toutes les campagnes de la chapelle royale. Il a les chanteurs et les compositeurs. Je crois qu'il y a des contes de récits de mariage qui notent aussi les minstrels et les trompettes et des choses comme ça. Je suis sûre que la procession de mariage autour de la ville est très important pour le spectacle et pour les citoyens de Troyes. D'autres réactions, questions dans la salle? Non? Bon, pas de regret, de toute façon on aura d'autres temps d'échange en fin de matinée. Voilà, si des questions vous viennent à ce moment-là, on peut s'accorder 10 petites minutes de pause. 11h25, oui, voilà, vers 11h25, on recommence la séance. Merci. Bien, nous allons reprendre nos échanges. Nous accueillons maintenant Bertrand Schnerb, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Lille, et Alain Marchandis, qui est professeur à l'Université de Liège. Nous allons basculer, après avoir évoqué les Anglais, du côté bourguignon. Bien. Merci beaucoup, Valérie. Je vais commencer, si tu veux. Vas-y. Bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, décrivant le voyage fait par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, du pays de Picardie vers Troyes, l'auteur de la chronique anonyme désignée comme le livre des trahisons de France, dont on a parlé à l'instant,
fait une description que lui avait sans doute suggéré un témoignage oculaire. Au partir de la ville de Reims, faisait moult beau voir et regarder ces batailles, par spécial sur les montagnes de Champagne qui sont longues et plates, et chevauchaient en l'ordre comme devant Édit. Ils passèrent à Châlons, la rivière de Marne, et s'en allèrent droit à Troyes. Ce passage met en lumière le caractère éminemment militaire de la compagnie qui escorta le duc Philippe jusqu'à Troyes. Le voyage, qui dura 44 jours, était une expédition armée. Parti d'Arras le 8 février 1420, accompagné des gens de son hôtel, le duc, par Bapaume, avait gagné Péronne, où il avait convoqué ses gens de guerre, et où il séjourna du 10 au 18 février. Le 19, il était à Saint-Quentin, où il resta 3 jours, attendant encore en ce lieu une partie de ses troupes. Il se rendit ensuite sous les murs de Crépy en Laonnois, ville que les Dauphinois avaient prise peu de temps auparavant et d'où ils menaçaient Laon. Après la reddition de la place, le 11 mars, les Bourguignons se remirent en route. Ils atteignirent Laon le 12 mars, puis Reims, où ils étaient le 17, et Châlons en Champagne, où ils franchirent la Marne le 19. Ils firent ensuite étape près de Vitry-en-Perthois et parvinrent enfin à Troyes, où le duc de Bourgogne fit son entrée le 21, comme le rapporte Enguerrand de Monstrelet. En après, le duc de Bourgogne, approchant Troyes, vinrent à l'encontre de lui en grande noblesse plusieurs seigneurs de Bourgogne et autres notables bourgeois qui lui firent très grand honneur et révérence. En la compagnie desquels et aussi des seigneurs qui étaient avec lui, entra en Isselleville de Troyes le 21e jour de mars et fut par ceux convoyés jusque à son hôtel. Et partout où il passait, avec grande multitude de peuple qui pour sa venue criait Noël. Et tout après, alla devers le roi de France, la reine et dame Catherine, qui le reçurent bénignement et lui montrèrent très grands signes d'amour. La venue du duc Philippe à Troyes avait une haute portée politique. Seul prince de France présent aux côtés de la famille royale au moment où allait se dérouler un épisode crucial dans le conflit opposant la couronne de France et la couronne d'Angleterre, il était décidé à montrer non seulement sa loyauté à l'égard du roi Charles VI et de la reine Isabeau, mais aussi sa puissance. Naturellement, son entourage reflétait cette volonté. Toutefois, c'était aussi un groupe de personnages unis au prince par des liens multiples et offrait une image de la cour de Bourgogne en itinérance. La combinaison des sources comptables et narratives permet de reconstituer cet entourage. Il n'est pas impossible d'en esquisser une typologie, notre ambition n'étant toutefois pas de faire une étude exhaustive d'un groupe, mais d'en donner une vision significative. D'abord, les chefs de guerre et capitaines. Comme nous l'avons souligné, le voyage de Philippe le Bon d'Arras à Troyes était un voyage armé. Le contexte l'exigeait, et en tout état de cause, il fallait au jeune duc de Bourgogne se présenter devant la famille royale et accueillir le roi d'Angleterre Henri V en tant que prince et chef de guerre. De ce point de vue-là, la prise de Crépy en Laonnois avait son importance. C'est pourquoi son entourage comptait en premier lieu des capitaines dont la présence auprès de lui manifestait sa force. L'auteur du livre des trahisons de France et Enguerrand de Monstrelet fournissent une énumération des chefs de guerre et capitaines qui vinrent rejoindre le duc à Péronne et à Saint-Quentin pour mettre le siège devant Crépy en Laonnois avant de gagner Troyes. Le premier nom dans cette liste est celui de Jean de Luxembourg, premier en importance tant par sa naissance que par le rôle qu'il jouait alors au sein des armées bourguignonnes. Vient ensuite Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, alors maréchal de France, petit-fils d'un porte-oriflamme de Saint-Denis. Il était un personnage essentiel, tant sur le plan militaire que sur le plan politique, en raison du fait qu'il était un représentant de la noblesse d'Île-de-France, proche de la couronne. Il était l'homme qui avait conquis Paris pour Jean sans Peur en 1418. On sait qu'il fut présent au conseil du duc de Bourgogne en novembre 1419, lorsque fut décidée la conclusion de l'alliance avec Henri V, roi d'Angleterre. Avec le seigneur de l'Isle-Adam se trouvait Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus, maréchal de France lui aussi, chef de guerre éprouvé, qui avait été lieutenant et capitaine général du roi au duché de Normandie en 1418, peut-être un clin d'œil à Henri V. Aux côtés de ses principaux chefs de guerre, donc ces deux maréchaux de France,
figuraient des officiers ducaux comme Félix de Stenhuis, souverain bailli de Flandre depuis 1405, et Guy de Bar, dit le Beau de Bar, bailli d'Ossois depuis 1418. Des seigneurs et capitaines d'une incontestable importance figuraient aussi dans l'armée réunie par Philippe le Bon. Raoul d'Ailly, vidame d'Amiens, un des personnages clés au sein de la noblesse de Picardie, était un conseiller ducal dont le nom figure lui aussi parmi ceux qui siégèrent en novembre 1419 lorsque fut décidée l'alliance avec le roi d'Angleterre. Charles, seigneur de Longueval, était un autre représentant de la haute noblesse de Picardie. La comptabilité du receveur général du duc de Bourgogne nous apprend que le prince lui fit un don de 50 francs en juin 1420, je cite, « pour et en récompensation des bons services qu'il lui avait faits longuement et loyalement, et pour lui aider à supporter les frais, charges, missions et dépens qu'il avait eus et soutenus en sa compagnie et service durant son voyage. » Guillaume, seigneur de Châtillon-sur-Marne, possessionné en Champagne et au comté de Ponthieu, il était seigneur de la Ferté-en-Ponthieu, était depuis 1418 grand queux de France et capitaine de Reims. Et on sait qu'il conserva cette capitainerie jusqu'en 1429, après quoi, il a quitté Reims, comme vous le savez, assez précipitamment. Jean de Neuchâtel, seigneur de Montaigu, était un chef de guerre éprouvé, issu d'une des plus grandes familles comtoises, qui avait assumé en 1411 et entre 1415 et 1419 la charge de capitaine général des pays de Bourgogne. Il avait été fait grand bouteiller de France en 1418 et avait escorté Jean sans peur sur le pont de Montreux. Il fut d'ailleurs, c'est notable, le seul à pouvoir échapper au traquenard dans lequel le duc de Bourgogne était tombé, ce qui prouve une certaine souplesse, puisqu'il a sauté par-dessus la barrière. Sont mentionnés aussi Dreux, seigneur de Humières, et les frères Philippe et Jean de Fosseux, issus tous les trois de la haute noblesse d'Artois, ainsi que des hommes de guerre, certes de moindre rang, mais combattants expérimentés, comme Mauroy de Saint-Léger, capitaine de Creil, le bâtard de Thian, capitaine de Senlis, Lionel de Bournonville, beau-frère du seigneur de l'Isle-Adam, les frères Hector et Philippe de Saveuse, dont l'efficacité n'est plus à démontrer, j'espère. Marchaient également sous la bannière de Bourgogne des capitaines du duché de Savoie, qui avaient déjà servi Jean sans peur dans les années précédentes et s'étaient mis au service de son fils en 1419. Guigues, seigneur de Salneuve, Louis de Lurieux, seigneur de Montbran, et Jean de Gingin, seigneur de Divonne. Les Savoyards n'étaient du reste pas les seuls étrangers figurant dans l'entourage du duc Philippe, et l'on trouvait Simon ou Sigismond Ostlinger, chevalier du royaume de Bohême, au service de Bourgogne depuis 1413 au moins, et qui reçut 100 écus d'or pour lui aider à supporter les frais et dépens qu'il a fait au voyage que Mondit Seigneur fit lors en venant de ses pays de Flandre et d'Artois de vers le roi à Troyes. Passons à la noblesse de la cour. Auprès du duc de Bourgogne, en route vers Troyes, se trouvaient aussi des représentants de l'élite de sa cour, qui appartenaient tous à la catégorie des conseillers et chambellans du prince. Le premier d'entre eux est alors Jean, seigneur de Roubaix, homme de confiance de Philippe le Bon, à qui ce dernier, partant d'Arras, donna 120 écus pour considération des grands, notables et agréables services qu'il lui a fait longuement et loyalement chaque jour. Et, arrivé à Troyes, lui fit encore verser 1000 francs en récompense de ses services et pour l'aider à soutenir son état. Il convient de rappeler qu'en novembre 1419, ce seigneur de Roubaix avait siégé lors des séances du conseil ducal, au cours desquelles avait été prise la décision d'opter pour l'alliance avec le roi d'Angleterre. Après lui, il convient de citer Hugues de Lannoy, alors gouverneur de l'île, l'un des conseillers ducaux les plus actifs dans la période allant du meurtre de Montreux au traité de Troyes. Philippe le Bon, à Saint-Quentin, sur le chemin de Troyes, lui fit un don de 600 livres parisis de Flandre. Il faut encore mentionner Antoine, seigneur de Crouy, qui était l'étoile montante de la cour de Bourgogne, jouissant déjà alors de la faveur du prince. Il reçut de ce dernier, par mandement donné à Troyes le 17 avril 1420, un don de 1000 francs, monnaie royale, pour considération des grands, notables et agréables services qu'il lui a fait le temps passé à grands frais, missions et dépenses, faisant chaque jour incessamment et espérois que encore fait au temps advenir,
et aussi pour et en récompensation des grandes et excessives pertes qu'il avait eues naguère en plusieurs ses chevaux, qui, au chemin du voyage de Mondit Seigneur et ailleurs, lui sont morts et demeurés, et pour autre cause à ce le mouvant. Il reçut encore 600 francs monnaie royale en don du duc de Bourgogne pour considération des grands notables et agréables services qu'il lui avoit fait et faisait chaque jour en sa compagnie et service, et espéroit que fit en temps advenir. Notons qu'Antoine était accompagné de son frère Jean, alors écuyer et échanson du duc. Était également présent le chevalier flamand Jean de Laclite, seigneur de Comines, homme d'expérience, qui servait la maison de Bourgogne en armes depuis 1409. Le duc lui fit verser 200 écus pour ses services, et aussi afin que mieux et plus honorablement il puisse supporter et maintenir son état en son service, par mandement donné à Saint-Quentin le 20 février 1420. Jean de la Trémouille, seigneur de Jonvel, fils de Guy VI de la Trémouille, jadis favori de Philippe le Hardi, et frère de Georges, seigneur de la Trémouille, alors rallié au parti du dauphin Charles, était un proche de Philippe le Bon dont il avait capté la faveur. Par mandement du 1er mars 1420, le duc de Bourgogne lui fit verser 200 francs afin que mieux et plus honorablement il ait de quoi soutenir son état. Roland d'Utkerque, un autre chevalier de Flandre, homme de guerre et diplomate, qui vint également à Troyes en compagnie du duc, avait lui aussi siégé au conseil du duc de Bourgogne lorsque fut décidée la conclusion de l'alliance avec Henri V. Au sein des représentants de la noblesse de la cour et de l'hôtel figurait un groupe familial, les Brimeux, bien visible dans la documentation tant comptable que narrative. Philippe le Bon tenait à ses côtés 3 hauts représentants de cette famille, les cousins David, seigneur de Humbercourt, et David, seigneur de Ligny-sur-Canche, tous deux conseillers et chambellans du duc, et surtout Jean de Brimeux, dit Athis, frère cadet du second, devenu premier chambellan en janvier 1420. Son influence était telle à la cour de Bourgogne que le chroniqueur Pierre de Fénin le désigne comme principal gouverneur du duc Philippe. On sait que la mort prématurée de ce personnage, emporté par une flambée épidémique à Paris, là aussi, en septembre 1420, fut ressentie comme une grande perte par le prince. Avec ses membres éminents de la famille figuraient aussi les écuyers Jacques et Collinet de Brimeux, respectivement frères cadets et neveux du seigneur de Ligny-sur-Canche. Le premier était intégré à l'hôtel en tant qu'écuyer d'écurie. Un autre groupe familial, les Mailly, issus d'un des plus grands lignages de Picardie, figurait dans l'entourage de Philippe le Bon, mais fut durement éprouvé par la mort accidentelle de Robert de Mailly, celui de ses représentants qui avait alors la carrière la plus prestigieuse. L'accident eut lieu le 20 mars 1420 à proximité de Vitry-en-Perthois, comme le rapporte Enguerrand de Monstrelet. Et lors, messire Jean de Luxembourg, faisant l'avant-garde, passa parmi une ville audit pays où il y avoit eau et source moult broyeuse. Si chevauchois après lui messire Robinet de Mailly, chevalier et grand panetier de France, lequel, à tout son cheval, se férit et effondra en une des dites sources. Lequel cheval n'avait point de crin, à quoi le dit chevalier se put tenir, s'il ne le retira pas dehors, mais mourut là très piteusement, et le dit cheval fut sauvé. Pour la mort duquel le duc de Bourgogne et plusieurs autres seigneurs furent moult courroucés, et par espécial ses 3 frères qui étaient en la dite compagnie en menèrent grand deuil, c'est à savoir maître Jean de Mailly, qui depuis lors fut évêque de Noyon, Collard et Ferry. Toutefois, il fut tiré dehors et enterré assez près de là. Monstrelet reste vague quant au lieu de sépulture du chevalier Picard, mais l'on sait que le corps de Robert de Mailly fut transféré en l'église des Jacobins de Troyes et inhumé dans l'église conventuelle devant le maître-autel. Son épitaphe, portant ses armes, était la suivante: Sigy, noble et puissant seigneur Monseigneur Robert de Mailly, chevalier, conseiller et chambellan du roi, notre sire, et de Monseigneur de Bourgogne et grand panetier de France, qui trépassa l'an 1419, mars 1420, nouveau style. Ces 3 frères, présents dans la compagnie de Philippe le Bon lors du voyage de Troyes, étaient un clerc, Jean de Mailly, conseiller et maître des requêtes de l'hôtel du duc,
et maître des requêtes de l'hôtel du roi, et deux laïcs, Nicole, alias Collard de Mailly, chevalier, seigneur de Blagny-sur-Somme, et Ferry de Mailly, écuyer tranchant du duc. Les légistes, secrétaires et gens de finance. Le duc Philippe ne vint naturellement pas à Troyes, entouré des seuls représentants de la noblesse d'armes. Le voyage qu'il avait entrepris n'était pas une simple expédition militaire, mais répondait à des objectifs politiques et diplomatiques. D'où la présence de conseillers juristes, à la tête desquels se trouvait, comme on le sait, Jean de Thoisy, évêque de Tournai et chancelier du duc de Bourgogne, un des artisans de l'alliance anglo-bourguignonne. Ce prélat était un juriste de haut vol qui avait été un proche collaborateur de Jean Canard, chancelier du duc Philippe le Hardi. Au sein du groupe figurait aussi Jean de Mailly, déjà cité. On sait que ce maître des requêtes de l'hôtel du duc, on sait de lui qu'il avait été formé en droit à Orléans et était licencié en loi. En 1411, puissamment soutenu et recommandé, il avait été élu conseiller en la Chambre des enquêtes du Parlement, ses pairs ayant considéré que le dit Mailly estait bien renommé en mœurs et avoir testé à Orléans en bonne conversation et si estoit de noble lignage. Conseiller de Jean sans peur, il était présent à Montreux le 10 septembre 1419, il avait été capturé et mis à rançon. Libéré probablement assez vite, il avait reçu au mois de décembre suivant du duc Philippe le Bon une somme de 200 francs pour lui aider à payer sa rançon aux Herminias, desquels il fut prince à la journée de Montreux. On sait qu'il fut un conseiller actif durant les semaines qui précédaient à la conclusion du traité d'alliance liant le duc de Bourgogne et le roi Henri V d'Angleterre. Cumulant les bénéfices ecclésiastiques, il était pourvu d'un canonicat à Paris, d'un autre à Amiens, d'un autre encore à Noyon, qu'il était aussi archidiacre de Châlons en Champagne, archidiacre de Brie en l'église de Soissons et doyen du chapitre collégial de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Sa carrière fut couronnée en 1425 par son élection au siège épiscopal de Noyon, ce qui fit de lui un pair de France. Le duc était également accompagné de certains de ses secrétaires, notamment Georges de Mar et Georges d'Ostende, qui avaient été tous deux secrétaires de Jean sans peur avant d'être retenus par Philippe le Bon. Au mois d'avril 1420, à Troyes, le duc ordonna que le premier reçût une somme de 200 francs pour ses bons services et qu'au second fût versé un don de 112 francs et demi pour ses services et pour couvrir les frais faits en venant et allant de vers Montdit-Seigneur et ailleurs en plusieurs lieux pour et à l'occasion des 4000 écus d'or qu'il avait eus en garde de Montdit-Feu-Seigneur, lesquels il bailla et délivra alors à Montdit-Seigneur. Outre les légistes et les secrétaires, l'entourage du duc comptait des gens de finance, au premier rang desquels le receveur général de toutes les finances, Guy Guilbeault, originaire d'Artois et plus précisément d'Esdins. Il apparaît d'abord comme sommelier de corps de Philippe le Hardi, puis receveur d'Esdins de 1407 à 1413 et trésorier de Boulonnais entre 1414 et 1419. Il devint receveur général de toutes les finances du duc à l'avènement de Philippe le Bon et conserva cette fonction jusqu'en 1428, année où il devint trésorier et gouverneur général des finances du duc, la fonction la plus élevée dans l'administration financière de l'État bourguignon. Il fut ensuite choisi pour être trésorier de l'ordre de la Toison d'Or en 1430 et maître de la Chambre des comptes de Lille. Alors, maintenant, essayons de nous intéresser à quelques aspects de l'impact économique de la présence bourguignonne à Troyes. En avril 1420, à Troyes, le duc Philippe fit verser 500 écus d'or au receveur Guy Guilbeault, dont il vient d'être question, avec les motifs suivants. Audit Guy Guilbeault, conseiller receveur général de toutes les finances de Montdit-Seigneur, la somme de 500 écus du prix de 40 gros nouvelles monnaies de Flandre, chacun écu, que Montdit-Seigneur lui a donné pour une fois de grâce spéciale, pour considération des grands, notables et agréables services qu'il lui a fait le temps passé, faisait chacun jour continuellement, et mêmement au voyage où il était lors, auquel lui convenait faire et soutenir grandes et grosses dépenses, laquelle il ne pouvait fournir de ses gages ni dons ordinaires, tant pour ce que les vivres de gens et chevaux étaient excessivement chers, comme pour ce qu'il était hors de son lieu et pays, par quoi il ne pouvait avoir ni faire aucune provision, sinon au jour la journée.
à Issel prendre par ses mains des deniers de sa dite recette, outre et par-dessus ses 10 gages et dons ordinaires, tant pour considération de ce qui dit est, comme pour certaines autres causes et considérations à ceux le mouvant. Voilà déjà un premier impact, l'augmentation des prix. Cet article de compte montre donc que la présence de la cour royale et de la cour de Bourgogne à Troyes avait eu un impact non négligeable sur le marché, sur la vie économique de la ville. On y constate donc une hausse des prix, et cet extrait de la comptabilité n'est pas le seul témoignage de ce phénomène. On peut ajouter toutefois que certaines retombées ne furent pas négatives, et qu'une part des activités urbaines fut sans aucun doute stimulée par l'arrivée des hommes de Philippe le Bon dans la ville. L'auteur anonyme du livre des trahisons de France, par exemple, mentionne les dépenses faites par le capitaine savoyard Jean de Gingin lorsqu'il décrit ce personnage venant prendre ses logis sous les murs de Melun au début du siège de cette ville. Si se vint loger au plus près du boulevard, et là planta son étendard, qui était tout neuf, d'un vermeil samite à une dame peinturée, menant 2 lévriers en laisse, nous aimons beaucoup les lévriers, lequel avait, depuis 15 jours, fait faire tout neuf à Troyes et rhabillé toutes ces gens de neuf. Jean de Gingin passa donc des commandes à des peintres, marchands de draps, tailleurs, couturiers et sans doute armuriers de la ville, et il ne fut probablement pas le seul. Par ailleurs, d'autres dépenses furent faites par les membres de l'entourage du duc de Bourgogne dans d'autres secteurs d'activité. Il semble en particulier, on nous excusera d'en parler, que le commerce des chevaux fut stimulé par la présence bourguignonne. En effet, la comptabilité du receveur général Guy Guilbault montre que le voyage de Péronne à Troyes en février et mars 1420 occasionna de nombreuses pertes de montures, même si le cheval de Robert de Mailly a été sauvé de la fondrière dans laquelle il était tombé. Et on voit que le duc de Bourgogne intervint pour permettre à ces gens de se remonter une fois arrivés à Troyes. Nous avons déjà signalé qu'Antoine, seigneur de Croÿ, reçut un don de 1000 francs pour l'indemniser des grandes et excessives pertes qu'il avait eues naguère en plusieurs ses chevaux, qui, au chemin du voyage de Mondiseigneur et ailleurs, lui sont morts et demeurés. Pour la même cause, David de Brimeux, seigneur de Ligny-sur-Canche, reçut 200 francs, de même que Jacques de Brimeux et Collinette Brimeux, gratifiés chacun de 100 francs, là encore, pour les indemniser des pertes de chevaux. À Alardin, bâtard de Roubaix, le duc fit verser également 100 francs, je cite, pour lui aider à remonter de la perte de ses chevaux qu'il eut au voyage qu'il fit lors en venant des pays de Flandre et d'Artois, est-marche de France, de vers le roi. Un écuyer de moindre rang, Jean de Tramcourt, il a dû assister peut-être à la bataille, Jean de Tramcourt reçut pour sa part 60 francs pour lui aider à supporter les pertes et dommages qu'il avait eus et soutenus en chevaux qui étaient morts au voyage que Mondiseigneur avait leur fait à venir des pays de Flandre et d'Artois, est-marche de France, de vers le roi. Alors là, il y a une petite note, pardon pour les habitants de Troyes, mais il faut se méfier quand même, si vous garez votre cheval dans la rue. Le chapelain ducal Jean Jamme reçoit un don de 30 francs que lui fit le duc, et ce don était destiné à l'indemniser pour la perte d'un sien cheval qui était lors nouvellement emblé, donc volé, en la ville de Troyes. Donc vérifiez vos véhicules en sortant. Si l'on fait le total de ces dons, on peut constater que le duc Philippe distribua 1490 francs pour assurer la remonte d'une partie de ces gens à Troyes. Par ailleurs, il fit aussi un certain nombre de dons pour achat de chevaux. 30 francs à Baudequin de Namur, chevaucheur de son écurie. 150 francs à Jean de Croÿ, son échanson. 20 francs à un archer du nom de Jacot de Bonmy. Enfin, le duc fit aussi acheter des montures par son écuyer d'écurie Huguenin du Blé pour les offrir à des fidèles. Outre les chevaux qu'il acquit auprès d'officiers et de serviteurs de son hôtel, il faut mentionner les achats effectués auprès de 2 professionnels qui étaient peut-être actifs à Troyes. Alors là, il faudra vérifier. En effet, à la fin du mois d'avril 1420, il fait acheter pour 120 écus d'or à Olivier Filleul, désigné comme marchand de chevaux, 2 chevaux bais, donnés l'un à Antoine, seigneur de Croÿ, et l'autre à Hugues de Lannoy.
je cite, « en récompense des pertes de leurs chevaux qu'ils ont eues au service de mon dit Seigneur, en l'accompagnant à aller à Troie devers le roi notre sire et au siège par lui tenu devant les villes et forteresses de Crépy-en-Laonnois et Alibaudière, occupées par les Armignacs, ennemis du roi et de mon dit Seigneur. » Quelque temps plus tard, au début du mois de mai, il fait encore acheter pour 60 écus d'or à un autre marchand de chevaux nommé Antoine le Pâtisseur une haquenée grise pour l'offrir à Jacques de la Vieilleville, son conseiller et chambellan. Ces mentions, extraites des comptes, laissent deviner la stimulation de certains marchés liés à l'approvisionnement, à l'armement et à la remonte des gens du duc de Bourgogne. Alors, il est temps de conclure, je pense. L'étude partielle que nous venons de présenter offre une image de l'entourage de Philippe le Bon qui n'est pas très surprenante. On constate qu'en 1420 se trouve déjà constituée l'élite nobiliaire destinée à fournir les cadres de l'État bourguignon dans les décennies suivantes. Une partie des hommes qui constituent cette élite se retrouve 10 ans plus tard dans la première promotion de l'ordre de la Toison d'Or. C'est le cas de Jean de Luxembourg, du seigneur de l'Isle-Adam, du seigneur de Montaigu, du seigneur de Roubaix, du seigneur de Comines, du seigneur de Croÿ et de son frère Jean, du seigneur de Jonvel, du seigneur de Ligny-sur-Canche, de Hugues de Lannoy, de Roland d'Utkerque. Plusieurs personnages présents à Troyes en avril et mai 1420 avaient servi Jean sans peur avant de servir son fils et étaient déjà des hommes de pouvoir bien installés, comme l'évêque de Tournai et chancelier ducal Jean de Thoisy, le maréchal de l'Isle-Adam ou le seigneur de Roubaix. Mais d'autres, parfois assez récemment arrivés, étaient en pleine ascension. Et si la carrière prometteuse d'Athis de Brimeux fut brutalement interrompue par la mort, celle d'Antoine, seigneur de Croÿ, que le destin de ses parents avait promu chef de famille, ne faisait que commencer. Ce seigneur allait connaître une faveur grandissante auprès du duc et devenir le personnage le plus influent de la cour de Bourgogne. Jean de Mailly, quant à lui, grâce à son expertise en matière diplomatique et juridique, allait encore progresser dans le service de l'Église et de l'État jusqu'à parvenir à l'épiscopat. Guy Guilbault, receveur général des finances lui aussi, n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Futur maître de la Chambre des comptes de Lille, accumulant une grande fortune, faisant l'acquisition de fiefs en Flandre et en Artois, notamment la seigneurie de Bruay, il obtint des lettres royales d'anoblissement en 1436. Cette concentration de grands personnages de la cour et de l'hôtel autour de leur prince fit que durant plusieurs mois, la ville de Troyes devint la capitale de l'État bourguignon, où, comme dans les villes de résidence, certains secteurs de l'économie, comme le marché des chevaux, furent incontestablement stimulés. Là où était le duc, là était le pouvoir. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Merci beaucoup à tous deux pour cette belle présentation de la suite armée de Philippe. Alors, on va un petit peu modifier notre programme, me dit-on. On va laisser donc un petit temps d'échange là sur la dernière communication, et puis nous ferons la pause déjeuner. C'est bien ça. Et donc, on reprend vers quelle heure alors, disons 13h45. Et donc, la communication sur le mariage d'Henri et de Catherine est reportée en début d'après-midi. Donc, je vois une question. Alors j'aurais une petite question. Je me demandais en fait s'il y avait des absences surprenantes parmi les seigneurs bourguignons, des gens qui auraient dû être là et qui ne sont pas là autour du prince. A priori, à part ceux qui meurent en route, on n'a pas l'impression qu'il y a de grandes absences. Et ce qui est assez frappant, évidemment, c'est que le duc a autour de lui des gens qui ont prêté la main aux prises de décision,
et aux négociations avec le roi d'Angleterre. On pourrait évidemment imaginer que Martin Poré, l'évêque d'Arras, qui a eu un rôle important dans les négociations, on pourrait imaginer que Martin Poré aurait pu accompagner le duc, mais en fait il n'a plus de fonction, sinon de conseiller. Il n'est plus, par exemple, le confesseur du duc. Il n'y a pas de raison qu'il soit présent. Il y a le confesseur, hein, il y a Laurent Pignon. Mais oui, on pourrait imaginer que Martin Poré aurait pu venir, mais enfin, c'était pas vraiment sa place, d'autant que vraiment c'est une expédition militaire. On ne peut pas non plus entraîner des prélats de très haut rang dans ce genre d'expédition. C'est quand même un rude voyage. C'est un rude voyage, et en pays hostile, parce qu'il y a des garnisons ennemies autour, hein, des routes que le duc de Bourgogne emprunte. Donc on ne peut pas non plus emmener des gens qui risqueraient trop. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes absences. J'ai l'impression que ceux qui sont là ont été bien choisis pour être présents et pour accueillir le roi d'Angleterre. Par ailleurs, il y a des gens, des Bourguignons qui sont déjà à Troyes, comme Guy de la Trémouille, comte de Joigny, hein, et qui sont déjà autour du roi et de la reine. Donc il y a déjà une partie des nobles bourguignons, de la noblesse de Bourgogne, qui est déjà sur place à Troyes. Donc bon, c'est quand même, c'est bien. Ça fait un bel ensemble. La Champagne faisait partie des terres dans le royaume pour lesquelles le duc de Bourgogne avait un intérêt particulier. Est-ce que dans cette venue du duc de Bourgogne à Troyes, il y a des éléments qui pourraient être mis en relation avec une volonté du duc de faire de la Champagne une terre qui passera ensuite sous son autorité? Alors, il est clair. D'abord, il y a des nobles, de Champagne, notamment Guillaume, seigneur de Châtillon-sur-Marne, qui est présent. Et puis, bon, il est capitaine de Reims. Et puis, il y a là des gens qui ont beaucoup servi en Champagne. Je pense à Jean de Neuchâtel, seigneur de Montaigu, qui, à l'époque de Jean sans peur, a été un des capitaines bourguignons qui ont assuré l'occupation des principales villes de Champagne. Et donc, en fait, c'est vrai que les grandes villes de Champagne, à ce moment-là, sont sous la main du duc de Bourgogne, ce qui lui permet de passer à travers la Champagne, en passant par les grandes villes, où d'ailleurs il se ravitaille, et où aussi il achète des chevaux, des chevaux pour ses attelages, etc. Donc, il traverse effectivement un secteur où les grands centres sont déjà entre les mains des Bourguignons depuis 1417, mais où il reste quand même quelques garnisons dauphinoises. On peut considérer que effectivement la domination en Champagne est bourguignonne. Maintenant, il n'en est pas encore déjà à négocier, d'autant que Charles VI est quand même encore vivant. Il n'en est pas encore à négocier, comme ce sera plus tard, comment dirais-je, une acquisition, une remise de la Champagne contre des services militaires en particulier, comme nous le savons, hein, grâce à M. Lobanov, qui a étudié les tractations autour de l'intervention militaire bourguignonne, alors plutôt en 1429-1430. Alors justement, sur la Champagne, il y a des endroits où le duc de Bourgogne évite de mettre les pieds. Hein. Roussy, Brenne, il y a quelques Armagnacs qui traînent. Il y a un absent aussi au traité de Troyes qui avait été gentiment invité, hein, c'est le duc de Bar, empêché par 2 capitaines armagnacs de se rendre au traité. Il y a quelque chose qui est très intéressant, moi je trouve, dans les descriptions que vous avez données sur le paysage. Alors moi j'aime bien la montagne en Champagne, longue et plate, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à rendre, que cet état des routes, où lorsque ces hommes d'armes avancent, hein, peuvent tomber dans une fondrière, trouver la mort. Pour nous qui vivons dans un espace complètement sécurisé de routes balisées, voilà, on a un peu de mal à se projeter et à imaginer quel était le lacis des routes qu'empruntaient les armées, si ce n'est que très souvent, peut-être qu'on parlera de cinéma tout à l'heure,
On s'imagine parfois, on voit dans des scènes les armées traverser des champs, ce qui est complètement irréaliste. Pour autant, donc, on suit des routes anciennes, très anciennes, mais qui restent parfois dangereuses ou impraticables à la mauvaise saison. Oui. Dans le cas de Robert de Mailly, quel accident, hein, ça brise une carrière. Hein. C'est l'avant-garde, donc il est possible qu'ils aient été déployés de part et d'autre d'une route. Mais ce que je retiens quand même, et pour les cavaliers qui sont présents dans la salle, ne faites pas raser la crinière de vos chevaux. Parce qu'en fait, il est clairement dit par Monstrelet qu'il n'a pas pu se raccrocher à la crinière. Parce que moi, j'ai eu une jument qui avait comme ça une crinière complètement rasée. Alors c'est très joli, mais j'avais jamais pensé à l'idée que on peut quand même se raccrocher. Donc voilà. Donc, ça me paraît quand même important. Oui, oui. Oui, il les rase. Alors, la dernière fois que je suis venu à Troyes, il y a eu une longue discussion sur les courtes queues et les longues queues. Maintenant, c'est la crinière. Vous voyez, je suis un spécialiste du crin. Vous voyez. Les effectifs, alors on n'a pas les montres d'armes et on n'a pas non plus vraiment une comptabilité précise du paiement des gens de guerre. Ce sont quelques milliers d'hommes, peut-être 6000 combattants, mais là je m'avance un peu. Oui, 6000 chevaux, on va dire. Ça pose aussi le problème de la question du ravitaillement en fourrage et en avoine, etc. Et en vin, alors j'ai appris que le vin était puissant. Je ne sais pas quel est l'impact de l'avoine. Vous savez que l'avoine, évidemment, c'est aussi extrêmement énergétique, hein, faut pas en abuser. Et donc, en tout cas, pour le vin, la question du vin, la question de l'avoine, comme disait mon maître Jean Favier, hein, le vin pour les hommes, l'avoine pour les chevaux, c'est extrêmement important pour le ravitaillement des troupes. Donc là aussi, il y a un marché qui a certainement été stimulé par l'arrivée de ces masses d'hommes de guerre. 6000 hommes, c'est une ville de grande importance, déjà importante pour la période, n'est-ce pas? Il y a une question. Oui, il y a une partie dans la ville, mais il y a une partie à l'extérieur, c'est comme pour les Anglais. Alors on essaie de ne pas mélanger. Hein. Ça tourne mal. On essaye quand même de faire en sorte que les camps des Bourguignons et le camp des Anglais ne soient pas jointifs, parce qu'il y a des incidents. Il y en a en particulier, pour le siège de Melun, pour le siège de Montereau, il y a des incidents. Ce sont d'ailleurs souvent des Anglais qui sont rossés par des Bourguignons. Ouais. Alors je sais pas, il faudrait voir la comptabilité anglaise pour savoir s'il y a des Bourguignons qui sont récompensés parce qu'ils ont été rossés par des Anglais, mais je pense qu'il y a vraiment des moments assez difficiles. Hein. Azincourt n'est pas très loin, et un certain nombre de gens de guerre, vous avez vu, c'est quand même autour de Fiblebon, ce sont des gens de Picardie, d'Artois, de Flandre, et c'est des gens qui, ont quelques parents qui ont dégringolé à Azincourt. Hein. Je pense à mes saveuses, qui ont d'assez mauvais rapports avec John Holland en particulier, hein. Les saveuses. La rencontre avec les Anglais ne se fait pas toujours dans des circonstances vraiment amicales. Donc il vaut mieux éviter de les loger côte à côte. Ça ira mieux après, mais enfin bon... à l'époque du siège de Compiègne, ça va déjà mieux. 10 ans après, le compagnonnage d'armes a mieux fonctionné. Mais en 1420, c'est quand même très frais. Hein. Les intérêts politiques ne rejoignent pas forcément les consciences ou les intérêts personnels. Voilà, il faut dire... J'ai toujours été frappé par le fait... Je pense aux Bournonville et aux Saveuses, parce que ça, ce sont des gens que je connais. Ce sont des gens qui ont combattu à Azincourt, qui ont perdu des parents à Azincourt, parfois des tout proches. Hein. Philippe et Hector de Saveuse ont perdu leur frère Guillaume. Les Bournonville ont perdu Allaume, Bertrand, Bournonville, etc. Et on leur dit maintenant, embrassons les Anglais. Voilà, nous sommes amis. Voilà, donc l'entente cordiale immédiatement. Donc voilà, donc c'est effectivement la question est intéressante, la question de ces relations avec l'ennemi d'hier qui devient l'allié. Mais à certains moments, ça se passe pas mal. Hein. Il y a bon, tout dépend aussi du comportement des Anglais, qui devait être quand même, bon, parfois un peu provoquant.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, on sait que... Enfin, des bourguignons de Bourgogne, bon, il y a quelques réticences du côté de Louis de Châlons, hein, seigneur d'Arlay, prince d'Orange. C'est surtout évidemment, c'est pas vraiment bourguignon, mais c'était quelqu'un qui était très proche. C'est une famille qui était très proche des bourguignons. C'est la famille d'Harcourt. Ce sont des Normands, donc évidemment, on comprend qu'ils aient été pleins de... qu'ils aient des préventions à l'égard de l'alliance avec les Anglais. On sait que Jacques d'Harcourt et son frère, et Christophe, qui étaient des piliers de la cour de Bourgogne, vont changer de camp après le traité de Troyes. Posant d'ailleurs des problèmes aux Bourguignons, parce qu'ils ont des positions, il y a le Crotoy, etc., ils ont des positions dans le Ponthieu. Bien, je crois que nous allons en rester là pour cette matinée. Merci beaucoup encore pour votre présence et donc à tout à l'heure.